avec le moment de la conférence. Nous avons la chance et le plaisir de recevoir Francis Nativelle pour une conférence intitulée « Panorama général des énergies ». Diplômé d'Agro-Paris-Tech, Francis Nativelle a réalisé la majeure partie de sa carrière en ingénierie. Il est actuellement administrateur d'Armor Sciences, d'Eau et Rivières de Bretagne et de l'INERIS, Institut national de l'environnement industriel de risque. Francis nous avait été recommandé par Michel Linette, président d'Armor Sciences. Tout à l'heure, vous pourrez découvrir leur stand sur le forum des services dans la salle des Ursulines, ainsi qu'une exposition sur l'hydrogène. Francis a fait un énorme travail pour préparer cette conférence. Il va vous présenter son panorama des énergies actuelles le plus objectivement possible, le plus scientifiquement possible, sans parti. Il ne s'agit pas de préconiser telle ou telle solution, mais de vous donner les informations, les grilles, pour que nous puissions nous-mêmes nous forger notre opinion. Un grand merci à Francis. Je lui laisse la parole. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Pour préparer quand même cette conférence, parce que l'énergie c'est un sujet immense, donc pour préparer cette conférence, nous avons eu une réunion qui a eu lieu le 20 juillet 2023 avec les représentants du Lyon dans la région de Lannion, qui a permis un peu de cibler les thèmes. Et bon, ils m'ont transmis la nécessité de faire de la pédagogie et puis de prendre des exemples. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi, je dirais j'ai fait de mon mieux pour essayer de couvrir ce domaine, encore une fois, qui est essentiel et qui rythme et qui marque, je dirais, notre vie actuellement. Voilà, alors ne soyez pas étonnés, ça c'est le plan. Alors comme c'est extrêmement difficile de faire une chronologie, comme c'est extrêmement difficile également d'établir des priorités, eh bien je suis parti d'un plan de métro, avec des lignes, avec des stations et avec des carrefours. Donc on va commencer par les définitions, les ordres de grandeur, quelques unités fondamentales qui permettront de comprendre la suite. Après, on va parler des classifications d'énergie, vous verrez, et les formes d'énergie. En fait, il y en a relativement peu, et on couvre comme ça un peu tout le domaine. Et puis on va redescendre, on va parler de l'énergie dans le monde. Il va y avoir beaucoup de chiffres, j'en suis un peu désolé. Et puis on va décliner l'énergie dans le monde avec un état des lieux sur les fossiles, sur le nucléaire, sur les métaux stratégiques, etc. Et on va revenir à la France avec une présentation de l'énergie en France en ce qui concerne la consommation et les nouveaux développements, donc l'éolien, le photovoltaïque et les programmes nationaux. Et puis on va parler un peu d'histoire quand même. Alors c'est l'histoire de l'énergie, c'est l'histoire de la physique. Donc je vais pas tout vous raconter l'histoire de la physique, j'en serais totalement incapable d'ailleurs, mais enfin quand même les grandes dates. Et il y a quand même des dates qui sont très importantes pour les sociétés humaines. Et puis l'avenir, donc avec l'hydrogène, je n'en parlerai pas, puisqu'il y a effectivement une exposition, je présenterai juste un slide en fonction du temps. Et puis on va parler de la fusion du programme ITER et les nouveaux carburants, ce qu'on appelle les e-carburants. Donc quelques définitions essentielles. Alors je ne vais pas tout couvrir, mais il y a quand même des points qui sont importants. On va parler des rendements, de l'énergie grise, de l'efficacité énergétique, des gaz à effet de serre et de son incidence, c'est-à-dire le réchauffement climatique et l'énergie fatale. Voilà, alors on va commencer par d'abord, qu'est-ce que c'est que l'énergie? Alors l'énergie, c'est, alors je lis la définition, c'est la propriété d'un système physique qui produit du travail ou une action, donc production de force mécanique ou dégagement de chaleur. Alors la quantité d'énergie, elle dépend de deux paramètres, la puissance et le temps. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la puissance est un facteur qui est constant, et l'énergie, c'est donc la quantité, c'est la puissance multipliée par le temps. Alors là, il y a un exemple qui est donné, c'est celui qui traduit directement la quantité d'énergie fournie, c'est la consommation donc en carburant.
Voilà, mais vous voyez donc un véhicule de 80 kW, on aura l'occasion d'en reparler. Elle va consommer 6 litres au 100 par exemple, pendant 1 heure. Si elle fonctionne 2 heures, ce sera 12 litres et ainsi de suite. Mais par contre, la puissance est constante. Alors le rendement donc c'est un élément essentiel, on va donner quelques exemples. C'est le rapport qu'il y a entre l'énergie produite et celle qui est nécessaire à sa production. Donc je vais donner quelques exemples qui sont des exemples, je dirais, de tous les jours. Une cheminée par exemple, donc un foyer ouvert qui va être bientôt interdit, qu'il est déjà d'ailleurs, pour les constructions neuves, c'est 10 à 15%. Et dès qu'on passe sur un foyer fermé, on est à 70%. Les moteurs à combustion interne, donc le moteur à allumage commandé, ce qu'on appelle le moteur à essence, 38%. Bon, il y a des fourchettes, mais enfin c'est 38%. Le moteur diesel est à 43%. La différence entre les deux, ce n'est pas tellement la nature du carburant, c'est le taux de compression. C'est pour ça que les moteurs diesel ont un meilleur rendement que les moteurs à allumage commandé, les moteurs à essence. Alors un chiffre important pour nous tous les jours, les rendements des moteurs thermiques pour un démarrage à froid, qu'on fait tous les matins, c'est 15%. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut chauffer toute la mécanique, de façon à avoir un fonctionnement optimal donc, des moteurs. Donc un démarrage à froid, c'est absolument désastreux. Alors les gros moteurs industriels, ce qu'il y a dans les bateaux, et dans les bateaux essentiellement, on a des rendements qui sont meilleurs. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on fait de la cogénération, c'est-à-dire qu'on récupère le gaz d'échappement qui est à haute température, et on va produire de l'eau chaude, etc. Les moteurs électriques donc, ont des rendements qui sont bien meilleurs, entre 75 et 90%, mais ça ne prend pas en compte le rendement qui est nécessaire pour la production d'électricité. Donc au niveau du moteur, on est effectivement à des rendements très forts, mais si on s'intéresse au cycle, et on verra un exemple tout à l'heure, à ce moment-là, le rendement devient moins bon, mais c'est pareil pour les carburants. Si on prend le rendement depuis le forage, le transport, la distillation et la distribution, les rendements, ils s'effondrent littéralement. Donc là, on parle bien des rendements des moteurs, c'est-à-dire entre l'énergie qui rentre et l'énergie qui est produite. Et par exemple, un jet, les turbines à gaz, on est entre 35 et 40%. Alors, par exemple, le rendement d'une chaîne complète, donc j'ai pris l'exemple du nucléaire. Si on prend en compte l'extraction, le transport, la purification de l'uranium, 86% de rendement sur cette étape. Conversion dans la centrale pour la production d'électricité, on est à 33%, et le transport de l'électricité jusqu'à l'utilisateur, 93%. C'est-à-dire que le rendement global, il est de 26%. Mais c'est vrai, encore une fois, pour tous les systèmes énergétiques. Alors le facteur de charge, c'est un point important, parce qu'en fait, c'est le rapport qu'il y a entre l'énergie produite et la capacité, la puissance des systèmes installés. Donc ça, c'est une donnée qui est essentielle. Et on va prendre quelques exemples. Le parc nucléaire français, on est à 75%. Il y a un spécialiste du nucléaire parmi nous, donc il pourra me corriger. Mais encore une fois, ce sont des chiffres globaux. Une installation solaire photovoltaïque, c'est 15% du temps, c'est-à-dire qu'elle produit, 15%, donc elle produit, par rapport à la puissance installée, elle va produire 15% de l'énergie. Et les parcs éoliens, vous voyez la différence sensible, donc pour les parcs terrestres, c'est 24%, et pour l'offshore, c'est 38%. On reparlera de ces énergies, mais alors donc, pourquoi en fait? Pourquoi? Parce que tout simplement, en mer, il y a beaucoup plus, le vent est beaucoup plus régulier, bien entendu, et il n'y a pas de relief, et puis surtout, on peut mettre des installations qui sont beaucoup plus importantes en taille, et on verra l'effet que ça peut avoir. Alors l'efficacité énergétique, c'est pareil, c'est une donnée qui est essentielle. C'est le rapport entre la quantité d'énergie consommée et le service qu'elle rend. Alors on voit, je vous ai mis une courbe là avec un certain nombre de pays. Ça commence à gauche par la Russie et l'Afrique du Sud. La France est en bleu, le monde est en gris et puis le Royaume-Uni. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un indicateur qui donne la consommation primaire d'énergie ramenée à une unité de produit intérieur brut. Alors bon, c'est un peu théorique, mais c'est essentiel pour classer l'efficacité des pays. Et on voit que plus ce ratio est bas, plus le pays est performant. Et la France, par exemple, l'efficacité énergétique s'est améliorée de 50% sur 20 ans entre 1980 et 2020.
Alors l'énergie grise, c'est pareil, c'est une donnée qui est essentielle, dont on ne parlait pas encore il y a une quinzaine d'années, et qui est devenue maintenant, dans ce que l'on appelle les analyses de cycle de vie, qui est devenue une donnée essentielle. Alors ça prend en compte tout sauf la consommation en fait de l'objet en question. Donc l'extraction des matières premières, la production des éléments, les emballages, le transport, l'entretien et la fin du cycle, et ça exclut la consommation d'énergie. Et vous verrez que c'est significatif. Alors dans quel domaine ça s'applique? Eh bien dans les domaines de la vie de tous les jours. Ça commence par les systèmes informatiques, la téléphonie, le transport, l'électroménager, l'habillement, la construction, la production d'énergie, la pétrochimie. Encore une fois, quand on parlait il y a 20 ans de consommation d'énergie, on ne parlait que de la consommation de l'objet en question. Maintenant, on intègre toute la partie liée à la fabrication. Et là, vous avez 3 exemples. Alors, on va commencer par le premier, l'énergie grise d'un ordinateur. C'est 6200, encore une fois, c'est des moyennes, c'est 6275 kWh. Bon. Et vous prenez le même ordinateur fonctionnant pendant 5 ans, 2 heures par jour, c'est 640, c'est-à-dire 10 fois moins. Si on compare deux modes de mobilité, donc une voiture thermique, la production d'une voiture thermique, on est à 374 tonnes. Alors je suis parti en tonnes d'équivalent CO2, on reviendra là-dessus, ça revient à peu près à la même chose. Donc on est à 374 tonnes de CO2 équivalent, et on prend le même véhicule qui aura parcouru 150 000 km, il aura produit 18,26 tonnes de CO2 équivalent. Et quand on compare à un véhicule électrique, on est donc, pour sa fabrication, on est à 6,37, encore une fois ce sont des moyennes, 50% est représenté par la batterie, sont représentés par la batterie, et quand on voit la production de CO2 de ce véhicule sur les mêmes bases, c'est-à-dire les 150 000 km, on est à 2,34. Donc rien que sur cet aspect-là, on peut dire que c'est plus écologique, entre guillemets, sans que je prenne le parti bien entendu, c'est plus écologique de rouler avec un véhicule électrique. Il y a plein d'autres problèmes, mais voilà, en ce qui concerne la comparaison entre l'énergie grise et l'énergie directe consommée. Alors, les gaz à effet de serre, donc, parce que c'est quand même un point important. Donc les gaz à effet de serre, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est quand même essentiel de bien comprendre. Donc c'est vital. On n'aurait pas de gaz à effet de serre, la vie sur Terre ne serait pas possible, on serait à moins 18 degrés. Donc c'est un phénomène essentiel. Ça permet d'avoir une température moyenne à la surface du globe qui est de 15 degrés. Donc je ne rentre pas dans les détails encore une fois, mais enfin il y a les rayons du soleil, 50% seulement arrivent à la surface de la Terre. Et sur ces 50%, il y a une grande partie, il y a une partie qui retourne dans l'espace, qui est environ 5%, et 95% sont retenus dans l'atmosphère. Par l'atmosphère, c'est ce que l'on appelle l'effet de serre. Alors, l'activité humaine. Alors, il faut savoir que les nuages, la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, très important, bien entendu, c'est le plus important, mais il est naturel. Là, on va parler de l'importance de l'effet de serre qui est rajouté par les activités anthropiques. Donc, on a des définitions, il y a 7 gaz, je ne vais pas tous les citer, mais enfin le CO2, le méthane, etc. Et un point important, le CO2 par exemple, il possède une durée de vie de 100 ans dans l'atmosphère. C'est-à-dire celui qu'on émet aujourd'hui, il n'aura disparu qu'en 2124. Donc c'est une donnée importante. L'impact de ces gaz sur le réchauffement climatique, il repose en fait sur 2 facteurs, le volume, les quantités émises, et ce qu'on appelle le PRG. C'est pareil, c'est une notion à avoir en tête, c'est le pouvoir de réchauffement global. Et donc il est rapporté, quel que soit le gaz, du méthane ou autre, il est rapporté donc à la même masse de CO2, c'est ce qui permet de les comparer. Et on a déjà évoqué, mais que les émissions de gaz à effet de serre sont calculées et ramenées en tonnes d'équivalent. Donc c'est avec ce sigle-là que l'on retrouvera tout à l'heure. Alors le réchauffement climatique, quelques chiffres quand même. L'élévation de température moyenne mondiale depuis, alors c'est la période de référence universelle entre 1850 et 1900, parce que ça se mesure
c'est pas d'une année sur l'autre, hein, ça se mesure sur un grand nombre d'années, d'où la difficulté. Donc l'élévation donc, en 2022, c'était de 1,26 degrés. Élévation du niveau moyen des mers depuis 1901 jusqu'en 2022, 23 cm. Les derniers chiffres, on parle de 3,4 mm par an. C'est lié à la fonte des glaciers terrestres, je dis bien des glaciers terrestres, même ceux essentiellement l'Antarctique, mais des autres glaciers terrestres, et puis à la dilatation, des océans due à l'élévation de température. Et l'augmentation, la raison en quelque sorte, c'est l'augmentation donc, du CO2 entre 1850 et 2022. On est passé de 260 ppm à 418. Juste un autre chiffre quand même, le 4 juillet 2023. Eh bien, le 4 juillet 2023, les climatologues, on peut leur faire confiance, ont considéré que c'était la température la plus élevée sur Terre depuis 125 000 ans. Voilà, je ne veux pas vous faire peur, hein, on va revenir à l'énergie, mais justement l'énergie, elle est là. La répartition des émissions de CO2, donc c'est le cercle au milieu, 75% des gaz à effet de serre sont produits par la production d'énergie. Dedans, 16% par les transports et 24% par l'industrie. Donc l'agriculture, ça représente 18,4 et l'industrie 5,2 si je reviens non pas à l'énergie, mais je dirais l'impact global. Et le 6e rapport du GIEC, c'est vraiment le dernier slide où je vais vous faire peur. Dans les conditions actuelles, les objectifs des accords de Paris, donc 1,5 degré à 2 en 2100, ne sont plus tenables. Et pour rester dans la trajectoire de 1,5, les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 42%. Et si on veut être à 2 degrés, c'est moins 28%. Donc c'est absolument considérable. Et ça, c'est en 2030. Je reviens donc au plan du métro. Et on va parler des unités. Alors je ne vais pas vous embêter avec les unités parce que vous me dites c'est vraiment un cours, c'est scolaire, mais c'est quand même important. Donc il faut savoir que le système international, donc il est issu de la Révolution française, ça s'appelle partout dans le monde système international, donc c'est pas international system, c'est système international, et ce sont donc les grands scientifiques de l'époque de la Révolution, et c'est directement issu du système métrique. Alors, il faut savoir quand même c'est universel. Il y a 3 pays qui n'ont pas adopté le système métrique. C'est les États-Unis, et ça leur pose beaucoup de problèmes. On l'a vu sur un incident majeur qui est arrivé sur la planète Mars, où il y avait eu un problème de conversion dans les mesures entre les pouces et les centimètres. Le Libéria et la Malaisie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas rentrés dans le système, mais même les Britanniques sont dans le système international. Alors, l'unité fondamentale, je ne vais pas vous embêter encore une fois, en fait c'est le joule, c'est 1 newton qui est déplacé par 1 mètre. Le problème du joule, on l'utilise peu, parce que c'est une unité qui est extrêmement petite. Alors par contre, on se sert, alors la calorie, bon on s'en sert, mais ce qui est important c'est le watt. Donc le watt c'est 1 joule par seconde, ça va servir pour la suite de la présentation. Et donc c'est une unité de puissance. Et l'unité d'énergie reliée au joule, c'est donc le watt-heure, c'est 1 watt pendant 1 heure. Et puis on va se servir des multiples. Alors les multiples, vous vous souvenez hein, bien sûr, mais je les rappelle. Donc le kilo c'est 1000, le méga c'est 1 million, le giga c'est 1 milliard, et on va se servir un peu du téra, c'est 1000 milliards. Donc voilà, une fois qu'on a ça, on pourra suivre sans difficulté le reste de la démonstration. Voilà, là je ne vais pas insister, mais il y a quand même des éléments, des données qui sont très importantes. C'est la tonne d'équivalent pétrole. C'est une unité dont on se sert dans les systèmes énergétiques. C'est surtout une unité qui sert pour les économistes. Le cheval-vapeur, ça fait rire, mais il n'empêche que jusqu'au 31 décembre 1977, cette unité était valable en France. Donc maintenant, bien sûr, elle est complètement abandonnée. Ne pas confondre avec le cheval fiscal, qui lui est lié donc à la transmission, qui est, bon, comme son nom l'indique, fiscale, la transmission et à la cylindrée. Et puis, une donnée importante qui sert malheureusement, c'est la tonne de TNT, donc qui sert pour les militaires. Donc c'est l'énergie libérée par l'explosion d'une tonne de trinitrotoluène. Vous le saviez, alors par exemple, si vous avez vu le film Manhattan, la première explosion nucléaire expérimentale, je ne parlerai pas des autres,
elle était à 10, donc ça s'appelait Trinité, la première bombe, c'était 19, on était à 19 000 tonnes de TNT. Bon, maintenant, ça a atteint des pouvoirs absolument gigantesques. Voilà, alors les ordres de grandeur. Donc on m'avait demandé d'insister un petit peu sur les ordres de grandeur. Bon, je vais aller vite quand même. Alors un être humain, bah, c'est pas beaucoup. C'est entre, alors je parle en puissance, l'énergie, on l'avait vu, on dérive directement, hein, puisqu'il suffit de multiplier par le temps, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est plus facile de comparer, même si on prend en compte un facteur de charge. Donc un être humain, c'est une lampe. C'est 50 à 150 watts. Alors un cycliste, c'est-à-dire qu'il monte sur une machine, là déjà il arrive à avoir une puissance plus importante, on est entre 400 et 1100 watts. Et un cheval de trait, on ne s'en sert plus beaucoup, c'est à 680. Sur le tableau du milieu, un smartphone éteint, bah, il consomme quand même, puisqu'il garde sa mémoire, on est à 12, alors là on n'est plus en multiple, on est en sous-multiple du watt, on est à 12 milliwatts. Un smartphone en transfert de données par Wi-Fi ou par Bluetooth, on est entre 890 et 1600 milliwatts. Et un flash d'appareil photo, ça a l'air de rien, mais comme c'est un temps extrêmement rapide, 1 milliseconde, eh bien, 12 joules en 1 milliseconde, eh bien, on développe une puissance qui est de 12 kilowatts. Voilà, et je voudrais juste insister sur le tableau qui est à droite, en bas. Donc ça montre un peu le progrès dès qu'on commence à s'intéresser aux choses. On prend une LED et on compare une LED et une ampoule à incandescence pour un même flux lumineux de 1055 lumens, et on passe de 75 à 12, on divise par 6. On va commencer par les moyens de transport. J'ai trouvé intéressant de comparer. Donc une voiture, on l'a vu, c'est entre 40 et 150 kW. Une voiture à moteur électrique, on est à 100. Un camion semi-remorque, ben c'est 300 kW. Une locomotive diesel, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore. On était, et nous, bon, on est une génération où on a connu la locomotive diesel, on est à 3 MW, donc ça commence à représenter une certaine puissance. Le TGV Atlantique actuel, il est quasiment à 9 MW. Et le Queen Mary, donc j'ai pris un paquebot emblématique puisqu'il a été construit à Saint-Nazaire, c'est 117 MW. Donc il y a vraiment une puissance importante, hein. Et on voit les ordres de grandeur. Et là, j'ai trouvé intéressant de mettre les moyens de production électrique. Donc la marée motrice de la Rance, on est tous familiers avec la Rance, bah, c'est du 240 MW installé. Le parc éolien de Saint-Brieuc, donc, qui est entré en service, on est quasiment au double, donc je vous rappelle, hein, c'est 62 éoliennes de 8 MW chacune, on est à 496 MW. Les réacteurs standards du parc électronucléaire français, on est entre 900 et 1450 MW. J'ai juste rajouté l'EPR de Flamanville pour que vous sachiez, on est à 1650, donc c'est encore un peu le plus puissant. Alors le barrage le plus puissant de France, c'est le barrage de Grand Maison, on est à 1800 MW, donc supérieur à une tranche nucléaire. Un barrage emblématique, c'est celui du haut barrage d'Assouan, 2100 MW. On est bon, 50%, 30% supérieur à une tranche nucléaire, mais le barrage d'Assouan, c'est un lac de 450 km de long, donc c'est un volume considérable. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir ces échelles. Et le barrage des Trois Gorges en Chine, alors là on explose tout, c'est 10 fois plus, on est à 22 500 MW. Et enfin, le solaire. Alors à la surface de la Terre, en Europe, à midi, en été et sans nuages, on est à 1100 watts par mètre carré. En moyenne, à la surface de la Terre, on est à 340. Et la puissance totale, là on renonce à calculer, et la puissance totale qui atteint la surface de la Terre, c'est 1,74, 11 zéros derrière, mégawatts. Alors bien sûr c'est incaptable, hein, tout ça, mais il faut savoir que la quantité annuelle d'énergie solaire qui atteint la surface de la Terre, donc ce 1,74 10 puissance 11, ça représente 2 fois l'énergie des ressources fossiles qui a été consommée depuis l'origine de l'humanité. Alors, quelques mots d'histoire quand même. La première révolution industrielle, elle commence en 1800, où on a progressivement le remplacement progressif du bois par le charbon. Donc en 1799, l'invention de la pile électrique, 1800, industrialisation de la machine à vapeur, c'est pas si vieux que ça. Ce qui est fondamental, ce sont les grands physiciens donc, qui ont développé, qui ont théorisé les principes de la thermodynamique, premier et deuxième. Donc c'est entre 1824 et 1850, et c'est grâce à eux que tout a été possible derrière.
Première locomotive, donc c'est celle de George Stephenson, c'est en 1830, 1838. Ça fait très très longtemps, c'est la première liaison régulière transatlantique avec un bateau à moteur, donc c'était le Great Western. Là on est sur la deuxième révolution industrielle et je vais juste insister sur les points qui ne sont peut-être pas connus. Alors en particulier, dès qu'on pense industrie pétrolière, on se dit c'est les Américains. Eh bien non, la première raffinerie, c'est-à-dire ceux qui ont eu l'idée, les premiers chimistes, ceux qui ont eu l'idée d'utiliser du pétrole pour faire du raffinage, de la distillation, etc., eh bien, ce sont les Roumains. Et donc, dans cette raffinerie qui est emblématique, qui est gigantesque, qui est à Ploiesti, et Bucarest est devenue la première ville équipée d'un éclairage public. Encore une fois, ce n'est pas aux États-Unis, c'est bien en France. C'est bien en Europe, pardon, excusez-moi, en Europe. Les premiers forages pétroliers, c'est pareil. On pense au colonel Drac et on pense à Titusville. Non, les premiers forages, c'est-à-dire ceux qui ont eu l'idée d'aller forer. Jusqu'à présent, on se servait du pétrole parce qu'il était affleurant. Mais là, ils ont eu l'idée d'aller forer pour récupérer un pétrole de meilleure qualité parce qu'il n'était pas oxydé. Eh bien, ce sont les Allemands, donc à Witz, qui ont été suivis très rapidement après par le colonel Drac, qui en définitive n'a rien inventé. Voilà, je vais passer quand même quelques points importants. Thomas Edison, industrialisation de la lampe à incandescence, 1879. Donc c'est quand même ancien. 1883, première centrale hydroélectrique sur la Valserine pour l'éclairage urbain, c'est en France. Mise en service de la première centrale nucléaire, eh bien c'est 1955. Vous voyez qu'il y a eu une accélération absolument énorme donc, de l'histoire de cette technologie. 1966, c'est la Rance, première centrale marémotrice. Et 1883, donc c'est pas vieux, mise en service de la première grande installation éolienne donc en Allemagne. Et je terminerai par la fin du XXe siècle et le début du XXIe par les dates qui sont des dates critiques. Donc prise de conscience écologique, le rapport Meadows. Le rapport Meadows, vous vous souvenez, c'est le club de Rome. Donc c'est les limites de la croissance, prise de conscience, le développement de l'humanité dépasse les capacités de la planète. 1973, premier choc pétrolier. Alors, premier choc pétrolier, on l'associe à la guerre du Kippour. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est 73-74. C'est en fait les accords de Bretton Woods, donc c'était la fin des accords de Bretton Woods, la parité entre le dollar et l'or. Et ce qui s'est passé, c'est que le dollar s'est effondré. Du coup, les pays producteurs de pétrole se sont retrouvés avec des revenus qui ont chuté de façon considérable. D'où l'embargo et d'où, après, effectivement, et ça on l'a connu, l'augmentation, donc le prix du baril a été, et donc des produits pétroliers derrière, a été multiplié par 4. 1979, là c'est plus simple, c'est effectivement la révolution en Iran, la révolution de Khomeini, c'est en 1979. Et après, il y a les grandes dates, donc je ne vais pas entrer dans le détail. 1990, c'est le sommet de Rio. 1997, c'est essentiel, c'est la signature du protocole de Kyoto qui a commencé à imposer la réduction des émissions de gaz à effet de serre de façon contraignante. Il est entré en vigueur en 2005. 2015, eh bien, vous vous en souvenez, c'est l'accord de Paris, premier accord sur le climat à caractère universel et qui a été ratifié par 183 pays. 2017, on y reviendra, c'est une date essentielle. Les États-Unis, après avoir été très longtemps tributaires, en particulier du Moyen-Orient, ils sont devenus les premiers producteurs mondiaux de pétrole et de gaz. Et puis, la guerre en Ukraine, on y reviendra aussi un tout petit peu. Alors, la classification. Donc, c'est assez simple. Il y a d'abord l'énergie primaire. Vous verrez, c'est quand même assez, je dirais, assez simple. Donc, c'est les énergies disponibles dans la nature avant toute transformation, donc c'est le charbon, le bois, le gaz, la biomasse, etc. Les vecteurs énergétiques, eh bien, c'est le plus connu, c'est l'électricité, donc ce n'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique. Les réseaux de chaleur, l'air comprimé, l'huile minérale, l'hydrogène, ce sont des vecteurs énergétiques, ce ne sont pas des sources d'énergie. Et les énergies renouvelables, eh bien, c'est ceux qui sont renouvelables à l'échelle humaine de temps. Donc c'est la biomasse, c'est le bois, l'hydraulique bien entendu, l'éolien. Donc on retrouve un peu des énergies primaires qui sont aussi des énergies renouvelables. Voilà, là on a classé les 3 types d'énergie et toutes les énergies rentrent dans cette classification.